Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Commençons. Chapitre 1. Le marié disparu. L'air du matin était vif tandis qu'Hercule Poirot s'installait confortablement dans son fauteuil, une tasse de chocolat chaud fumant à ses côtés. Face à lui, le capitaine Hastings parcourait le journal, marmonnant de temps à autre contre les derniers résultats de cricket. Leur paisible matinée fut brusquement interrompue par un coup insistant frappé à la porte. « Mon ami », murmura Poirot en posant sa tasse, « ceci est un coup frappé par la détresse. » Effectivement, lorsque la porte s'ouvrit, une femme vêtue d'une robe élégante mais légèrement froissée se tenait là, les mains gantées, tremblantes. Lady Eleanor Whitcomb était une femme d'une grande prestance, mais ce matin-là, son visage était marqué par l'inquiétude. « Monsieur Poirot, haleta-t-elle, vous devez m'aider, le fiancé de ma fille. Il a disparu. » Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement. « Disparu, madame ?» Volatilisé, sans laisser de traces. Ce matin devait être leur mariage, et pourtant... Elle porta une main à sa poitrine. Charles Latimer, mon futur gendre, s'est évaporé. Aucun mot, aucune explication. Béatrice est effondrée. Hastings se pencha en avant. Peut-être a-t-il simplement pris peur au dernier moment. Lady Eleanor secoua la tête avec force. « Non, c'est autre chose. Il y a quelque chose de terriblement anormal. » Poirot joignit les doigts avec soin. « Très bien, madame, dites-moi tout. » Installée dans le bureau de Poirot, Lady Eleanor raconta avec précision les événements des dernières 24 heures. « Le mariage devait avoir lieu à 11 heures ce matin, » dit-elle. « Mais lorsque Béatrice est allée voir Charles à son hôtel, il avait disparu. » Poirot hocha la tête. « Et ses affaires ? Toujours là. Son costume, ses effets personnels. Même sa bague de fiançailles. Le personnel de l'hôtel affirme qu'il n'a pas quitté l'établissement cette nuit-là. C'est comme s'il avait cessé d'exister. » Hastings fronça les sourcils. « Quelqu'un a bien dû le voir. » Lady Eleanor pinça les lèvres. « Seulement des souvenirs vagues. Un groom l'a vu entrer dans sa chambre hier soir, mais personne ne l'a vu en sortir. Cela n'a aucun sens. » Poirot se pencha légèrement, observant avec attention chaque geste de Lady Eleanor. « Dites-moi, madame, que savez-vous réellement de ce Charles Latimer ?» Elle hésita. « Il est, ou plutôt était, un homme d'affaires. Il a rencontré Béatrice grâce à Roger Sinclair, son témoin. »« Ah !» murmura Poirot. « Et que savez-vous de sa famille, de son passé ?» Lady Eleanor détourna brièvement le regard. C'est là que réside la plus grande étrangeté. Il parlait très peu de son histoire. Aucune famille ne s'est jamais manifestée. Et à présent, nous sommes incapables de retrouver la moindre trace officielle de son existence. Poirot échangea un regard avec Hastings. « Un homme qui disparaît dans la nature », murmura-t-il. Fascinant. Plus Poirot enquêtait sur Charles Latimer, plus son cas devenait mystérieux. « Aucun dossier ?» répéta Hastings, tandis qu'il montait dans un taxi en direction de l'hôtel. « Aucun », confirma Poirot. « Pas de certificat de naissance, pas de document d'emploi, aucune trace administrative avant sa rencontre avec mademoiselle Béatrice. » Poirot croisa les bras. « Mon cher Hastings, cela ne vous semble-t-il pas extraordinaire ?» Hastings hocha lentement la tête. La plupart des hommes laissent forcément des traces derrière eux. Précisément. Et pourtant, ce Charles Latimer ne laisse que des ombres. Arrivés à l'hôtel, le directeur les accueillit avec une nervosité palpable. « Monsieur Latimer ?» répéta-t-il, mal à l'aise. « Oui, il était bien ici, chambre 406. Mais... » Il s'arrêta un instant, baissant la voix. « Aucun de mes employés ne semble capable de se souvenir clairement de lui. Certains disent qu'il était brun,
d'autres le décrivent blond. C'est étrange, monsieur Poirot. Poirot acquiesça lentement. Étrange, en effet. Ils montèrent jusqu'à la chambre 406, où Poirot examina minutieusement les affaires de Latimer. « Ses bagages sont ici, et pourtant il n'est pas là. » Hastings soupira. « Encore une affaire de chambre close ?» Poirot secoua la tête. « Non, mon ami, une mascarade. » D'un geste délicat, Poirot déplia une lettre trouvée sur la table de chevet. L'encre était légèrement bavée, mais le message restait parfaitement lisible. « C'est trop dangereux. L'homme creux sait. » Hastings haussa un sourcil. « L'homme creux? Mais qui diable est-ce » Poirot tapota la lettre du bout des doigts. « Une question d'une grande importance, mon ami. » Mais observez, il retourna la lettre. Elle n'a jamais été envoyée. Poirot continua d'examiner la chambre, chaque détail enregistrant une nouvelle pièce du puzzle. La valise de Latimer était soigneusement rangée, preuve qu'il n'avait pas fui précipitamment. Sa bague de fiançailles reposait sur la table de nuit, scintillant sous la lumière du lustre. Poirot plissa les yeux. Et pourtant, pourquoi laisser derrière lui une bague destinée à sa future épouse? Hastings croisa les bras. Le trac du mariage, après tout? Poirot secoua la tête. Non, non. Un homme peut fuir un mariage indésirable, mais il n'efface pas entièrement son existence, à moins qu'il n'y ait une raison bien plus obscure. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Une femme de chambre entra, hésitante. Elle baissa la voix. « Je viens de me souvenir de quelque chose. » Poirot lui fit signe de poursuivre. Elle déglutit. « Hier soir, je l'ai aperçue parlant à une femme. » Poirot redressa légèrement la tête. « Une femme ?» Elle hocha la tête. Elle portait un voile noir. Les yeux de Poirot brillèrent. Une femme voilée, et que lui a-t-elle dit? La femme de chambre hésita. « Je n'ai entendu qu'un seul mot, monsieur. » Elle l'a appelé Jean. Poirot hocha la tête, son esprit déjà en train de tisser les fils de l'énigme. « Ah, maintenant, nous commençons à comprendre. » Poirot examina attentivement la photographie. La posture de la femme suggérait une certaine familiarité, une intimité, une amante, une complice. Il se tourna vers Hastings. « Mon ami, n'est-ce pas étrange? Cet homme qui n'existe pas, sauf sur une photo avec une femme que personne ne connaît. » La voix de Béatrice trembla. « Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible, n'est-ce pas ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tapota le bord de la photographie du bout des doigts. Puis, enfin, il déclara d'un ton posé « Ma chère mademoiselle, je crois que Charles Latimer n'a jamais existé. » Poirot se tenait dans le couloir faiblement éclairé de l'hôtel, effleurant distraitement sa canne du bout des doigts. Face à lui, le directeur de l'établissement, un homme maigre aux cheveux clairsemés, se tordait nerveusement les mains. « Messieurs, » commença-t-il d'un ton hésitant, « je vous assure que M. Latimer était bien ici. Il est arrivé il y a 3 nuits, et s'est toujours comporté en véritable gentleman. » Poirot hocha la tête. « Alors, vous vous souvenez de son apparence, oui ?» L'homme ouvrit la bouche, puis hésita. « Eh bien, il était grand, je crois. Non, peut-être de taille moyenne. Brun ou non. Attendez, peut-être blond. Oh mon Dieu !» Hastings fronça les sourcils. « Vous plaisantez? Votre personnel ne se souvient pas clairement d'un homme qui a séjourné ici? » L'un après l'autre, les employés furent interrogés. Le groom affirma que Latimer portait une moustache. La femme de chambre, elle, jura qu'il était rasé de près. Un portier déclara qu'il parlait avec un accent français. Un autre soutint qu'il était américain. Poirot poussa un soupir. « Messieurs, nous avons ici une situation fort étrange. Un homme qui existe et qui pourtant n'existe pas. » Le directeur, blême, se tordait les mains. « Je ne comprends pas, monsieur Poirot. Je l'ai vu de mes propres yeux. » La voix de Poirot se fit douce, mais implacable. « Non, monsieur. Vous avez vu l'homme que vous étiez censé voir. »
Un silence pesa sur la pièce, et cela fait toute la différence. Roger Sinclair s'agita sur sa chaise, tapotant nerveusement son genou du bout des doigts. Athlétique, impeccablement vêtu, il avait l'air d'un homme préférant être ailleurs. « Je ne vois pas pourquoi cette conversation est nécessaire, » grommela-t-il. « Charles est mon ami. Il ne disparaîtrait pas comme ça. Et pourtant, il l'a fait, » répliqua Poirot. « Dites-moi, monsieur, depuis combien de temps connaissez-vous Charles Latimer ?» Roger hésita. « Quelques années. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Quelques années. Lady Eleanor a mentionné 6 mois. Ce n'est pas la même chose. » Roger déglutit. « Eh bien, je veux dire, nous n'étions pas proches au début. » Hastings l'observait attentivement. L'inconfort de l'homme était flagrant. « Latimer vous a-t-il parlé de sa famille, de son enfance ?» La voix de Poirot était légère, presque distraite, mais son regard perçait à travers le mensonge. Roger exhala brusquement. « Pourquoi est-ce important ?» Poirot s'adossa lentement. « Parce que je pense que Charles Latimer n'était pas celui qu'il prétendait être. » Le visage de Roger perdit une nuance de couleur. Poirot tenait un petit billet entre 2 doigts, comme s'il craignait qu'il ne se dissolve. « Je ne peux pas rester, pardonne-moi. » Hastings fronça les sourcils. « Un mot d'adieu ?» Les lèvres de Poirot se pincèrent légèrement. Un adieu maladroit et anonyme. La note avait été retrouvée dans la chambre d'hôtel de Latimer, posée bien en évidence sur son bureau. L'encre était bavée, l'écriture inconsistante. « Il a peut-être fui », suggéra Hastings. Poirot incline la tête. « Alors pourquoi laisser ses bagages, sa bague de fiançailles ?» Hastings concéda le point. « Alors, qu'en pensez-vous » Poirot effleura le bord du papier du bout des doigts. « Mon ami, ceci est une mise en scène, un message destiné à être trouvé, et non une véritable confession. » Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un l'a placé là, intentionnellement ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « Je pense que nous avons affaire à un auteur qui se croit plus malin qu'il ne l'est. » Béatrice Whitcomb était livide, ses mains crispées sur ses genoux. Poirot l'observa avec un détachement calculé. « Vous avez rencontré Charles Latimer il y a 6 mois, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui, lors d'un dîner, Roger nous a présentés. » Poirot joignit les doigts. « Curieux, Lady Eleanor a mentionné une garden party. » Le visage de Béatrice tressaillit. « Oh, je veux dire, oui, une garden party. Mais nous avons vraiment parlé lors du dîner. » Poirot resta impassible. « Et dites-moi, mademoiselle, comment vous a-t-il demandé en mariage ?» Béatrice s'avala avec difficulté. « Au bord du lac, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il n'avait jamais aimé avant moi. » Poirot incline légèrement la tête. Sa posture se raidit imperceptiblement. « Jamais aimé avant. » Il la fixa d'un regard perçant. « Mademoiselle Whitcomb, était-ce de l'amour ou quelque chose de bien plus dangereux ?» Poirot fit glisser ses doigts le long du passeport de Charles Latimer, les yeux plissés. Hastings connaissait bien ce regard, le moment où les pièces du puzzle s'alignaient enfin dans l'esprit brillant de Poirot. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Hastings. Poirot hocha la tête. « Observez, mon ami. L'encre du tampon d'entrée est fraîche, trop fraîche. » Hastings se pencha. « Vous voulez dire ?» « Je veux dire que ce passeport a été fabriqué récemment, et pourtant, il prétend avoir plusieurs années. » Poirot expira lentement. « Un faux. » Hastings cligna des yeux. « Alors, Charles n'a jamais été Charles Latimer. » Poirot posa délicatement le passeport. « Ce n'est pas la première fois qu'il disparaît, Hastings, mais ce sera la dernière. » Chapitre 2. L'homme sans passé. Béatrice Whitcomb était assise raide comme un piquet, les mains jointes sur ses genoux. Son visage, habituellement radieux, était assombri par l'inquiétude. Poirot l'observait avec attention, son regard perçant ne quittant jamais le sien.
tandis qu'il se penchait légèrement en avant. « Vous avez rencontré M. Latimer par l'intermédiaire de Roger Sinclair, n'est-ce pas ?» Béatrice hocha la tête. « Oui, lors d'un gala de charité, il y a 6 mois. C'est Roger qui nous a présentés. » Poirot incline la tête. Lady Eleanor a mentionné une garden party. Les lèvres de Béatrice s'entr'ouvrirent légèrement avant qu'elle n'affiche un sourire crispé. « Oh, eh bien, oui, je suppose que c'est à la garden party que nous avons été officiellement présentés. Mais c'est au gala que nous avons vraiment appris à nous connaître. » En effet, les doigts de Poirot tapotèrent rythmiquement son genou. « Et que vous a-t-il dit sur son passé? A-t-il parlé de sa famille ?» Elle hésita. Il m'a dit qu'il n'avait plus de famille, qu'il était fils unique et que ses parents étaient décédés. « Un destin tragique, » murmura Poirot. « Et sa profession? Un homme d'affaires? Dans quel domaine? » Elle marqua une pause. Il ne l'a jamais précisé exactement. Poirot et Hastings échangèrent un regard. « Voyez-vous, mademoiselle, » poursuivit Poirot d'un ton léger, « il me semble curieux qu'un homme sur le point d'épouser une famille aussi distinguée demeure un mystère. » Les mains de Béatrice tremblèrent légèrement. « Vous insinuez que Charles mentait. » Le regard de Poirot s'assombrit. « Je dis, mademoiselle, que peut-être Charles Latimer n'a jamais existé. » Roger Sinclair était assis en face de Poirot, les jambes croisées, les bras repliés. Son attitude respirait une confiance trop assurée. « Dites-moi, monsieur, depuis combien de temps connaissiez-vous Charles Latimer ?» demanda Poirot. Roger haussa les épaules. « Quelques années. »« Quelques années ?» Poirot haussa un sourcil. Lady Eleanor pensait que cela faisait 6 mois. Les lèvres de Roger s'amincirent. « Peut-être ai-je mal parlé. J'ai rencontré Charles il y a plusieurs années, en effet. Mais nous ne sommes devenus amis que plus récemment. Et en tout ce temps, vous a-t-il jamais parlé de sa famille ?» Roger hésita. « Pas vraiment. Il était discret. »« Discret, en effet, » murmura Poirot. « Personne ne semble se souvenir de son passé. Pas même vous, son témoin. » Roger se tortilla légèrement sur sa chaise. « Écoutez, je ne vois pas où vous voulez en venir. Des gens s'enfuient avant un mariage, c'est courant. Peut-être que Charles a eu peur. » Poirot soupira. « Ah, monsieur, mais un homme qui s'enfuit ne fait pas disparaître toute trace de son existence, n'est-ce pas ?» Les doigts de Roger tambourinèrent contre son genou. Poirot se pencha légèrement. « Dites-moi, avez-vous jamais vu un document, une lettre, une photographie, quoi que ce soit, prouvant que Charles Latimer était bien celui qu'il prétendait être ?» Roger déglutit avec difficulté. « Eh bien, Poirot joignit les doigts. « Non, monsieur. J'ai bien peur que non. » Poirot et Hastings arrivèrent chez Barclay et Fields, la société d'investissement où Charles Latimer était censé travailler. Une réceptionniste impeccablement vêtue les accueillit avec un professionnalisme irréprochable. « Monsieur Latimer ?» répéta-t-elle. « Je suis désolé, mais nous n'avons jamais employé quelqu'un de ce nom. » Hastings fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible. » Poirot fit résonner le bout de sa canne contre le sol poli. « Auriez-vous l'amabilité de vérifier une seconde fois, mademoiselle ?» Elle hocha la tête et disparut dans l'arrière-bureau. Quelques minutes plus tard, un directeur chauve fit son apparition, l'air intrigué. « Messieurs, j'ai vérifié nos registres moi-même. Nous n'avons jamais eu de Charles Latimer dans notre effectif. » Hastings jeta un regard perplexe à Poirot. Aurait-il pu utiliser un autre nom? L'expression de Poirot demeura impénétrable. Peut-être. Mais dites-moi, monsieur, reconnaissez-vous cet homme? Il tendit au directeur une photographie de Charles, prise lors de la fête de fiançailles. L'homme l'examina, puis secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu. » Poirot récupéra la photo, effleurant les bords du bout des doigts. « Intéressant, » murmura-t-il. « Monsieur Latimer est partout, et pourtant, il n'est nulle part.
Il se tourna vers Hastings, sa voix plus ferme. « Nous ne cherchons pas un homme disparu, mon ami. Nous cherchons un fantôme. » La wedding planner, mademoiselle Rosalind Hayes, était une femme de précision. Tout chez elle était méticuleux. Sa posture, sa diction, jusqu'aux angles aigus de son chapeau. Mais lorsque Poirot mentionna Charles Latimer, une ombre traversa son regard. « Je dois dire, admit-elle, que j'ai trouvé M. Latimer singulier. »« En quel sens, mademoiselle ?» demanda Poirot. Elle pinça les lèvres. Il était étrangement réticent à être photographié. Le photographe des fiançailles avait prévu 3 séances. Il en a manqué 2 et a quitté la 3e en avance. Toujours une excuse, une migraine, un appel urgent, un bouton de manchette égaré. « Est-il apparu sur des clichés malgré tout ?» demanda Poirot. « Quelques-uns, mais toujours en arrière-plan, ou avec le visage détourné. » Poirot et Hastings échangèrent un regard. « Yarmaché, il m'a fait une demande qui m'a paru étrange, » poursuivit Rosalind. « Il a spécifiquement exigé qu'aucun portrait ne soit pris pendant la cérémonie du mariage. »« Curieux, » murmura Poirot. « Un homme sur le point de s'unir à jamais. Et pourtant, il refuse d'être capturé dans la permanence. » Miss Hayes hocha la tête. C'était comme s'il ne voulait laisser aucune trace de lui derrière. Le regard de Poirot se durcit. « Exactement, mademoiselle. Et c'est précisément ce qui m'inquiète le plus. » De retour dans la chambre abandonnée de Charles, Poirot fouilla méticuleusement les affaires laissées sur place. Dans une valise, soigneusement repliée mais déchirée sur les bords, il trouva un télégramme. Poirot le déplia délicatement et parcourut les mots d'un œil vif. « Le bal masqué prend fin ce soir. » Hastings se pencha par-dessus son épaule. « Que supposez-vous que cela signifie ?» L'expression de Poirot resta impassible, mais Hastings reconnut l'éclair de révélation dans ses yeux. « Un bal masqué », murmura Poirot. « Une illusion, un rôle joué, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'être ?» Il tapota légèrement le télégramme du bout des doigts. Ce n'était pas un adieu, c'était un avertissement. Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un savait que Latimer, peu importe son vrai nom, était sur le point d'être démasqué ?» Poirot acquiesça. « Et ainsi, il a disparu avant que le masque ne puisse tomber. » Hastings soupira. « Alors il n'a pas disparu. Il se cache. » Poirot posa délicatement le télégramme sur la table. « Non, mon ami, il ne fait pas que se cacher. » Il marqua une pause, baissant la voix jusqu'à un murmure. Il fuit pour sa vie. Poirot était assis au petit bureau de la chambre d'hôtel, abandonné de Charles Latimer, ses doigts passant délicatement au crible les rares affaires laissées sur place. Parmi les chemises soigneusement pliées et les chaussures parfaitement cirées, un détail attira son regard. Un minuscule fragment de journal, dont les bords étaient brûlés, comme s'il avait été incendié à la hâte. Avec une infinie précaution, Poirot déplia le morceau de papier, dont l'encre, bien que fanée, restait lisible par endroits. L'escroc insaisissable frappe encore. Hastings se pencha par-dessus son épaule. « Que dit-il » Les yeux de Poirot restèrent fixés sur les mots. Il fait référence à un escroc insaisissable qui a encore frappé. Mais hélas, le reste a été réduit en cendres. Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez que Charles ?» Poirot expira lentement. « Non, mon ami. Je pense que Charles Latimer était un nom soigneusement choisi, et que l'homme qui l'a porté était prêt à brûler son passé pour effacer toute trace de trahison. » Il tapota les bords noircis du papier. « Mais dites-moi, Hastings, pourquoi brûler seulement une partie du journal ?» Hastings hésita. Peut-être a-t-il été interrompu. Poirot hocha la tête. « Ou peut-être, mon cher, a-t-il gardé le reste ?» Son expression s'assombrit. Et cela voudrait dire qu'il ne comptait pas disparaître. Il comptait fuir. La femme de chambre de l'hôtel se tenait nerveusement devant Poirot, tordant le bord de son tablier entre ses doigts. « Je
Je ne savais pas si je devais parler, avoua-t-elle. Poirot incline la tête. Mademoiselle, ce sont souvent les choses que nous hésitons à dire qui sont les plus importantes. La jeune femme avala péniblement sa salive. Il était tard, presque minuit. Je terminais ma ronde quand j'ai vu M. Latimer quitter sa chambre. Il retrouvait quelqu'un, une femme. La voix de Poirot resta douce, mais ferme. Décrivez-la. Elle portait un voile noir, de longs gants. Je n'ai jamais vu son visage, mais elle lui parlait en français. L'expression de Poirot ne changea pas. Et que lui a-t-elle dit? La femme de chambre hésita. Je n'ai saisi que quelques mots. Elle a dit « Il faut partir avant qu'il ne soit trop tard ». Hastings plissa le front. Que signifie cela? Le regard de Poirot resta impénétrable. Cela signifie « Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard ». La femme de chambre frissonna. Puis elle lui a tendu une enveloppe, et après cela, il était parti. Poirot tapota légèrement sa canne. « Merci, mademoiselle, vous nous avez été d'une aide précieuse. » Il se tourna vers Hastings. « Il semble, mon ami, que Charles ne faisait pas que partir. Il était averti. » De retour dans leur suite, Poirot disposa devant lui les documents de Charles Latimer. Un passeport, un registre bancaire, des notes manuscrites, autant de pièces d'un puzzle qui attendaient d'être assemblées. « Regardez ici, Hastings. » Poirot désigna la signature de Charles sur différents documents. « Remarquez-vous quelque chose ?» Hastings plissa les yeux. « Elles ont l'air identiques. » Poirot secoua la tête. « Non, elles se ressemblent, oui, mais elles ne sont pas identiques. » Il tapota le registre. « Cette signature est précise, délibérée. » Puis, il pointa une autre page. « Mais celle-ci, l'angle est différent. La pression est irrégulière. » Hastings fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Poirot s'adossa lentement, joignant les doigts. « Je veux dire, mon ami, que nous n'avons pas affaire à un seul Charles Latimer. » Hastings le fixa. « Vous pensez que ces signatures ont été falsifiées ?» Poirot esquissa un sourire énigmatique. « Pas falsifiées, Hastings, mais écrites par un homme habitué à signer sous plusieurs noms. Un homme qui vivait derrière de nombreux masques. » Il désigna le passeport. « Et ceci, l'encre du tampon est fraîche, trop fraîche. » Hastings souffla. « Un faux. » Poirot hocha la tête. « En effet. Et maintenant, Hastings, il nous faut poser la seule question qui compte. Qui était Charles Latimer avant d'être Charles Latimer ?» Poirot reporta son attention sur le fragment de journal brûlé. Le texte est en français. On mentionne un escroc insaisissable. Et maintenant, une femme parle en français, pressant Charles de fuir. Hastings se frotta le menton. « Vous pensez qu'il est allié à un crime en France ?» Poirot hocha lentement la tête. « Pas seulement lié, mon ami. Je crois qu'il était l'homme qu'il cherchait. » Hastings eut un haut-le-cœur. Alors ce n'était pas une simple histoire de fiançailles rompues. La voix de Poirot s'adoucit. « Non, Hastings, c'était le fil d'un mensonge savamment tissé, qui commence à se défaire. » Il posa le journal sur la table. « Et nous allons tirer sur le dernier fil. » Poirot ramassa le télégramme trouvé dans les affaires de Charles. « Le bal masqué prend fin ce soir. » Il expira doucement. « Un bal masqué, Hastings. Une illusion, un spectacle. » Hastings remua sur sa chaise, mal à l'aise. « Et maintenant ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Maintenant, mon ami, nous devons découvrir qui jouait quel rôle. » Il se leva, ajustant ses poignets de chemise. Car lorsqu'un bal masqué prend fin, son regard s'intensifia. Les masques doivent tomber. Chapitre 3. La femme, au voile noir Poirot, était plongée dans une profonde réflexion, le bout des doigts pressés l'un contre l'autre. « Une femme au voile noir, Hastings, » murmura-t-il. « Une femme qui rencontre notre monsieur Latimer la veille de sa disparition, lui parle à voix basse, puis disparaît à son tour. » Hastings se pencha en avant.
Et vous pensez qu'elle détient la clé de toute cette affaire. Le regard de Poirot s'aiguisa. Mais bien sûr, un homme ne disparaît pas sans raison. Il doit craindre quelque chose, ou quelqu'un. Grâce à des recherches minutieuses, Poirot retrouva la trace de la femme en question. Elle était liée à une résidence privée sur Park Lane. Le nom attaché au bail. Madame Geneviève Moreau. Hastings haussa un sourcil. Ça sonne français. Poirot esquissa un sourire. Ah, mon ami, vous déduisez avec la rapidité d'une tortue, mais vous déduisez tout de même. Ils arrivèrent à la maison de ville, où un majordome les reçut avec une réticence à peine dissimulée. Madame Moreau ne reçoit pas de visiteurs, déclara-t-il d'un ton sec. La moustache de Poirot tressaillit. Ah, mais voyez-vous, elle recevra Hercule Poirot. Le majordome hésita. Et si elle refuse? Alors j'attendrai, déclara Poirot en franchissant le seuil. Car, mon cher ami, lorsqu'une femme se cache, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Un instant plus tard, une voix douce retentit depuis l'intérieur. Laissez-les entrer. Madame Geneviève Moreau était une femme à la présence troublante, même assise dans le salon faiblement éclairé. Son voile sombre dissimulait son visage, mais à travers la fine dentelle, Poirot aperçut des yeux intelligents et méfiants. « Vous êtes très persévérant, monsieur Poirot, » dit-elle, son accent délicat mais maîtrisé. Poirot incline légèrement la tête. « Madame, la persévérance n'est que la patience en mouvement. » Elle expira doucement. « Je suppose que vous êtes ici pour Charles. Ah, vous admettez donc le connaître. » Geneviève hésita, puis hocha lentement la tête. « Oui, mais je ne sais pas où il est. » « Alors commençons par ce que vous savez, » reprit Poirot avec douceur. « On vous a vu avec lui la nuit précédant sa disparition. Vous lui avez remis une enveloppe. Vous lui avez dit de partir. » Un éclair d'angoisse traversa son regard. J'essayais de le sauver. Hastings se redressa. Le sauver de quoi? Geneviève joignit ses mains gantées. De lui-même. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Madame, je crois bien que c'est la première vérité que vous dites aujourd'hui. » Elle baissa le regard. « Il était en danger, monsieur Poirot, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. » La voix de Poirot était douce mais ferme. « Alors, éclairez-moi, madame. » Poirot posa une petite photographie sur la table entre eux. Elle représentait Charles Lastimer, prise lors de sa réception de fiançailles. Geneviève eut un sursaut à peine perceptible. « Vous le reconnaissez ?» observa Poirot. Elle ne répondit pas. « Madame, il n'y a pas de honte à dire la vérité, » poursuivit Poirot. « Et pourtant, votre silence en dit long. » Ses mains tremblèrent légèrement. « Je ne peux pas parler de lui. »« Vous ne pouvez pas ?» Poirot haussa un sourcil. « Ou vous n'osez pas ?» Geneviève déglutit. « Vous ne comprenez pas. Il y a des gens impliqués, des gens puissants. » Hastings fronça les sourcils. « Vous insinuez que Charles était mêlé à quelque chose d'illégal ?» Geneviève laissa échapper un petit rire amer. « Charles Latimer. » Elle planta son regard dans celui de Poirot. Ce n'a jamais été son vrai nom. Poirot hocha lentement la tête. « Et quel était-il, madame ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Poirot l'observa attentivement. « Vous avez peur. » Geneviève expira brusquement. « J'ai peur de ce qui arrive lorsque le passé refuse de rester enterré. » Poirot croisa les mains. « Madame, le passé ne s'enterre jamais de lui-même. Et d'expérience, il n'est jamais aussi mort qu'on le souhaiterait. » Ses yeux s'échappèrent vers la porte, comme si elle craignait d'être écoutée. « Vous ne devriez pas être ici, monsieur Poirot. Vous vous mêlez d'une affaire qui vous dépasse. » Poirot se contenta de sourire. « C'est précisément ce qui m'intrigue, madame. » Hastings fit les 100 pas. « Poirot, allons-nous vraiment croire que Charles, peu importe son vrai nom, était traqué par une conspiration ?» Poirot réfléchit. « Peut-être pas une conspiration, mais un danger, oui. Grâce à ses contacts,
Poirot découvrit que Geneviève Moreau était arrivée à Londres depuis Paris seulement quelques jours avant le mariage. Une coïncidence troublante. Hastings fronça les sourcils. Elle a dit qu'elle voulait le sauver. Mais de quoi? Poirot joignit les doigts. De lui-même, a-t-elle dit, mais aussi de son passé. Il tapota le bureau du bout des doigts. Une femme ne quitte pas Paris aussi précipitamment sans raison. Et cette raison, Hastings, prend souvent la forme de la nécessité ou de la peur. Un télégramme des autorités françaises arriva cet après-midi-là, confirmant les soupçons de Poirot. Geneviève Moreau avait été discrètement surveillée pour ses liens avec un célèbre escroc. Hastings lut le nom à voix haute, Jean-Luc Martel. L'expression de Poirot resta neutre. Un maître de la tromperie, du charme, de la réinvention. Hastings expira lentement. Et vous pensez? Je ne pense pas, mon ami. Poirot prit la photo de Charles Latimer et tapota légèrement l'image. Je sais. Il leva les yeux vers Hastings. Monsieur Jean-Luc Martel n'a pas disparu. Poirot posa un doigt sur la photo. Il est juste devant nous. Hastings pâlit. Mais qui? Poirot se leva, ajustant ses manchettes. C'est précisément ce que nous devons découvrir. Il se tourna vers la porte. Venez, Hastings, le bal masqué est terminé. Voyons maintenant qui attendait lorsque le masque est tombé. Poirot tenait un télégramme entre ses mains, son expression impassible. Il était arrivé ce matin-là, en provenance de son contact de confiance dans la police française. Hastings observait attentivement, scrutant les moindres réactions de son ami. « Eh bien ?» insista Hastings. Poirot expira lentement. « Mon ami, le nom de Charles Latimer n'existe dans aucun registre officiel en France. » Il tapota le télégramme du bout du doigt. En revanche, le nom de Jean-Luc Martel, lui, existe bel et bien. Hastings fronça les sourcils. « Jean-Luc Martel ?» Poirot hocha la tête. Un escroc notoire, recherché pour avoir orchestré des fraudes sophistiquées à travers Paris. Un maître de la tromperie, toujours insaisissable. La description correspond parfaitement à notre fiancé disparu. Hastings secoua la tête, incrédule. Alors Charles Latimer n'était qu'un autre de ses alias? Précisément. Poirot posa le télégramme sur la table. Réfléchissez, Hastings. Un homme sans passé, une aversion pour les photographies, un témoin incapable de dire depuis combien de temps il le connaît. Notre monsieur Latimer n'était jamais destiné à survivre au jour du mariage. Hastings passa une main dans ses cheveux. Alors quel était son plan? Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un sourire énigmatique. Ah, Hastings, c'est ce que nous devons découvrir. Et je soupçonne que Madame Moreau détient la pièce manquante. Le visage de Geneviève Moreau était livide. Ses doigts tremblaient alors qu'elle portait un verre d'eau à ses lèvres. Poirot l'observait attentivement. « Vous le connaissiez ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête, crispée. « Oui, mais pas sous le nom de Charles Latimer. » Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres. « Non. » Poirot se pencha en avant. « Alors sous quel nom le connaissiez-vous, madame ?» Sa gorge se serra, comme si elle tentait d'avaler une vérité amère. « Je ne peux pas le dire. »« Vous ne pouvez pas, » murmura Poirot. « Ou vous ne voulez pas. » Elle secoua la tête avec force. « Vous ne comprenez pas, monsieur Poirot. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne jamais prononcer à voix haute. » Le regard de Poirot resta impassible. « La peur est une chose puissante, madame. Mais le silence est bien plus dangereux. » Elle tressaillit. « Je l'ai connue sous le nom de... » Elle s'arrêta net, son regard s'échappant vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse à tout moment. Non, cela n'a plus d'importance. Poirot secoua la tête. Cela a une importance capitale. Sa voix était ferme, mais dénuée de dureté. Parce que peu importe le nom que vous lui donniez autrefois, madame, c'est la raison pour laquelle il a disparu. Les mains de Geneviève se crispèrent en poing. Vous ne comprenez pas. Si je prononce son nom,
je suis une femme morte. Poirot incline légèrement la tête. Alors je vous pose cette question, madame. Qui est-ce que vous craignez réellement? Ce soir-là, une lettre arriva au domaine des Whitcomb, portant le cachet d'une poste internationale. Elle était adressée à Lady Eleanor et signée par un certain Émile Latimer, prétendant être l'oncle perdu de Charles. Poirot examina la lettre, traçant les lettres du bout des doigts. « Ah !» murmura-t-il. « Quelle maladresse !» Hastings fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'elle est fausse ?» Poirot posa la lettre avec précaution. « Pas simplement fausse, Hastings. C'est une insulte à l'intelligence. » Il désigna l'encre. « L'écriture ne correspond à rien que nous ayons vu jusqu'ici, et la tournure des phrases en français. Ah, mon ami, c'est l'œuvre d'un Anglais essayant de sonner français. » Il retourna la lettre, réfléchissant. « Quelqu'un veut que nous regardions dans la mauvaise direction. » Poirot s'adossa à son fauteuil, les doigts steepled, son regard perdu dans ses pensées. « Hastings, réfléchissons un instant. » Hastings se pencha. « Allez-y. Un faux nom, un homme disparu, une femme qui n'ose pas parler. Que cela vous dit-il » Hastings soupira. « Que Charles, Jean-Luc, ou quel que soit son vrai nom, cachait quelque chose. » Poirot sourit légèrement. Se cachait, oui, mais aussi fuyait. Hastings se fronça les sourcils. Fuyait qui? Poirot tapota l'accoudoir de son fauteuil. La véritable question, Hastings, est de savoir qui souhaite désormais le retrouver. Il se redressa brusquement. Madame Moreau est terrorisée, mais pas par la loi. Non, mon ami, elle craint quelque chose de bien pire. Il pivota vers Geneviève, son expression indéchiffrable. « Madame, dit-il avec douceur, vous avez peur, mais de qui ?» Elle déglutit avec difficulté. « Vous devez arrêter, monsieur Poirot. »« Je ne peux pas. » Les mains de Geneviève tremblaient. « Alors vous ne savez pas ce que vous êtes en train de provoquer. » La voix de Poirot se fit plus basse. « Dites-moi. » Elle expira un souffle tremblant. Jean-Luc n'était pas qu'un simple escroc. Il avait des dettes, des ennemis. Le sourcil de Poirot se haussa légèrement. Et ses ennemis sont ici? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Ils ont toujours été ici. Le regard de Poirot s'assombrit. Alors, madame, nous devons agir vite, avant que le passé ne nous rattrape tous. Chapitre 4. Le puzzle de l'identité. Hercule Poirot était assis à son bureau, entouré d'éléments de preuve soigneusement disposés. Lettres, registres d'hôtel, dépositions de témoins. Ses doigts tambourinaient légèrement sur l'accoudoir de son fauteuil. Hastings, toujours impatient, arpentait la pièce. « Alors, Poirot ?» finit-il par demander. « Qu'avons-nous » Poirot poussa un léger soupir. « Nous avons un homme qui n'existe pas, mon ami. » Hastings fronça les sourcils. « Comment ça ?» Poirot prit le passeport de Charles Latimer et l'ouvrit d'un geste précis. « Réfléchissez, Hastings, un homme riche et charmant, mais sans passé, sans famille, sans relation, en dehors de celle qu'il a nouée ces 6 derniers mois. Et maintenant, il disparaît comme s'il n'avait jamais été là. » Hastings croisa les bras. « Vous suggérez qu'il était un imposteur ?» Poirot opina du chef. « Je suggère, mon cher, qu'il n'a jamais été Charles Latimer pour commencer. » Il désigna les documents éparpillés sur son bureau. « Chaque indice que nous avons ne nous dit pas qui il était, seulement qu'il s'est volatilisé. Ce n'est pas la marque d'un homme victime d'un malheur, mais celle d'un homme qui avait planifié sa propre disparition. » Hastings expira lentement. Alors quel était son but? Les yeux de Poirot brillèrent d'une lueur malicieuse. « Voilà, mon ami, ce que nous allons maintenant découvrir. » Poirot se pencha en avant, sa voix mesurée. « Envisageons la possibilité que notre monsieur Latimer soit un escroc de talent. » Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il voulait de l'argent ?» La moustache de Poirot tressaillit. « Mon cher Hastings, que cherche donc un fraudeur sinon cela? Il crée une fausse identité, gagne la confiance des riches, et puis... »
Poirot claqua des doigts. Il disparaît avant que sa supercherie ne soit découverte. Hastings secoua la tête. Mais pourquoi se donner tant de mal en organisant des fiançailles? Il y a des moyens plus simples de voler de l'argent. Poirot sourit. Ah, mais un mariage dans une famille aristocratique lui offrait bien plus qu'un simple vol. Cela lui donnait une légitimité. Plus besoin de fuir, il hériterait. Hastings soupira. Et Béatrice, pensez-vous qu'il tenait à elle? L'expression de Poirot s'adoucit légèrement. Peut-être, à sa manière. Mais pour des hommes comme lui, les émotions ne sont qu'un autre outil de manipulation. Il tapota le bout de ses doigts, ensemble. Non, Hastings, si c'était bien son plan, alors quelque chose a mal tourné. Hastings releva la tête. Vous voulez dire qu'il a disparu avant d'avoir pu accomplir son dernier acte? La voix de Poirot s'abaissa légèrement. Exactement, mon ami. Et la question est, qui l'en a empêché? Poirot observe une fois de plus le passeport de Charles Latimer, ses yeux acérés parcourant chaque détail. Regardez bien, Hastings. Hastings se pencha. Il me semble parfaitement normal. Poirot laissa échapper un léger soupir. Ah, mais ce sont les plus petits détails, mon ami, qui révèlent les plus grandes vérités. Il fit glisser son doigt sur le tampon du passeport. L'encre est fraîche, trop fraîche, et le papier, une légère incohérence dans la texture. Hastings fronça les sourcils. Vous voulez dire que... Poirot hocha la tête. C'est un faux. Hastings expira profondément. Bon sang. Poirot continua. Un homme qui porte un faux passeport est un homme qui a quelque chose à cacher. Mais plus encore, Hastings, ce n'est pas un travail bâclé, c'est l'œuvre d'un expert. Il tapota le document contre sa paume. Cela nous apprend deux choses. Premièrement, Charles Latimer, ou quel que soit son véritable nom, avait planifié son évasion bien avant sa disparition. Hastings déglutit. Et deuxièmement, le regard de Poirot s'assombrit. Qu'il n'était pas un amateur. C'était un homme qui avait déjà fait cela auparavant. Hastings passa une main dans ses cheveux. Alors la vraie question n'est pas seulement où il est allé, mais qui il était avant d'arriver ici. Poirot hocha la tête. Exactement, mon ami. Poirot tourna son attention vers un dernier document, l'acte de dot de Béatrice Whitcomb. Ses yeux affûtés analysaient les chiffres. Hastings fronça les sourcils. Vous pensez que la dot a un rapport avec sa disparition? Poirot hocha la tête. Regardez bien, mon ami. La somme promise lors du mariage, 50 000 livres sterling. Hastings laissa échapper un sifflement. C'est une fortune. Poirot sourit. En effet. Et pour un homme avec une fausse identité, un prix des plus tentants. Hastings secoua la tête. Alors c'était son plan depuis le début? Épouser Béatrice, récupérer la dot et disparaître? Poirot joignit ses doigts. C'est une possibilité. Mais, Hastings, un escroc ne disparaît pas avant d'avoir sécurisé son butin. Pourquoi fuir avant le mariage? Hastings hésita. À moins qu'il n'ait eu peur? Poirot hocha la tête. Précisément. Il ne fuyait pas la justice, mais quelque chose, ou quelqu'un, de bien plus dangereux. Il expira lentement. Et maintenant, Hastings, nous devons nous demander, qui avait intérêt à arrêter un homme comme Charles Latimer? Hastings fronça les sourcils. La police? Poirot secoua la tête. Non. Si c'était la police, il aurait été arrêté. Non, Hastings, celui qui l'a stoppé ne voulait pas qu'il soit retrouvé. Un silence s'installa. Puis, Poirot murmura, presque pour lui-même. Et c'est bien cela qui m'inquiète le plus. Poirot était assis dans son bureau, une collection d'articles de journaux et de rapports de police étalés devant lui. Ses yeux parcouraient rapidement le texte, ses doigts tapotant légèrement contre son menton. Hastings, penché au-dessus de son épaule, laissa échapper un sifflement. « Vous voulez dire que tous ces cas concernent des fiancés disparus ?» Poirot hocha la tête. « Pas seulement des fiancés, Hastings, des escrocs.
des imposteurs, des hommes qui promettaient richesse et amour avant de s'évaporer comme de la brume. Il désigna un article, Jean-Luc Moreau, fiancé à une jeune héritière à Lyon, disparu la veille du mariage. Un autre, Jacques Delacroix, marié à une riche veuve à Nice, disparu 2 mois plus tard avec ses bijoux. Poirot posa enfin son doigt sur le dernier article. Et ici, Charles Latimer. Le nom change, mais l'homme reste le même. Chapitre 5. Le piège est tendu. Hastings expira. Alors, il a déjà fait cela auparavant. Oui, mon ami, de nombreuses fois. Poirot s'appuya contre son fauteuil. Et il l'aurait fait encore, si quelque chose n'avait pas mal tourné. Hastings fronça les sourcils. Mais qu'est-ce qui a mal tourné? La voix de Poirot se fit plus basse. C'est bien là la question, n'est-ce pas? Ses yeux brillèrent. Car pour la première fois, M. Latimer n'a pas disparu de son propre chef. Poirot plaça une liste soigneusement rédigée devant Hastings. Observez, mon ami. Hastings parcourut les noms. Toutes ces dames, toutes ces femmes, ce sont celles qu'il a abandonnées. Poirot hocha la tête. Des fiancées ruinées. Certaines déshonorées, d'autres en faillite, mais toutes trompées. Hastings secoua la tête. Et personne ne l'a jamais arrêté? Poirot eut un petit sourire. Ah, mais voyez-vous, c'est là tout son génie. Il n'existait jamais assez longtemps pour être attrapé. Il désigna la liste. Un nouveau nom, un nouvel univers, une nouvelle romance, toujours le même drame. Et pourtant, il restait une ombre, disparaissant avant que la justice ne puisse l'atteindre. Hastings fronça les sourcils. Mais cette fois, c'était différent. Précisément. Les yeux de Poirot s'assombrirent. Quelque chose ou quelqu'un l'a stoppé. Hastings réfléchit. Vous pensez que l'une de ces femmes... Poirot joignit les doigts. Peut-être. Ou peut-être est-ce quelqu'un qui a perdu plus que de l'argent. Quelqu'un qui a perdu sa fierté. Il se pencha légèrement en arrière. La vengeance, Hastings, est une chose puissante. Hastings expira. Et vous comptez découvrir qui a finalement mis la main sur lui. La voix de Poirot était calme. Pas qui, mon ami? Pourquoi? Les pièces du puzzle s'assemblaient. La supercherie se dévoilait fil par fil. Mais une question demeurait. Poirot se leva, ajustant ses manchettes. Ce n'est pas la première fois qu'il disparaît, Hastings. Hastings l'observa attentivement. Mais ce sera la dernière. Poirot hocha lentement la tête. Oui. Hastings fronça les sourcils. Vous pensez qu'il est encore en vie? Poirot hésita. Si c'est le cas, cela ne durera pas longtemps. Hastings se raidit. Vous voulez dire? La voix de Poirot se fit grave. Il y a la justice, Hastings. Et puis il y a la rétribution. Je crains qu'il n'ait rencontré la seconde. Hastings expira. Alors nous devons le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Les lèvres de Poirot se pincèrent. Exactement. Il prit son chapeau et sa canne. Venez, mon ami. Nous avons un fantôme à traquer. Poirot était plongé dans une profonde réflexion, les doigts joints devant lui. Face à lui, Hastings l'observait avec impatience. Alors, Poirot, lança-t-il, si Charles, ou quel que soit son vrai nom, a disparu si complètement, comment pouvons-nous le faire sortir de sa cachette? La moustache de Poirot tressaillit, en lui faisant croire qu'il a déjà été retrouvé. Hastings fronça les sourcils. Je ne suis pas sûr de comprendre. Poirot se pencha en avant. Nous devons créer une petite illusion, mon ami. Une rumeur. Un murmure qui se propage juste assez pour l'inquiéter. Hastings hocha lentement la tête. Et que voulons-nous exactement qu'il pense? Que le passé l'a finalement rattrapé, déclara Poirot simplement. Hastings expira. Et comment allons-nous faire cela? Le regard de Poirot s'affûta. Nous allons annoncer au monde que Charles Latimer ou Jean-Luc Martel est revenu à Londres. Hastings cligna des yeux. Mais c'est un mensonge. Poirot sourit.
bien sûr. Mais la tromperie, Hastings, est un jeu qui se joue le mieux contre ceux qui en sont maîtres. Hastings soupira. Et s'il ne mord pas à l'hameçon? Poirot se leva, ajustant ses manchettes. Ah, mais voyez-vous, mon ami, ce n'est pas Charles qui réagira en premier. Ce sont ceux qui craignent son retour. Le lendemain matin, Poirot mit son plan à exécution. Par des enquêtes discrètes dans les clubs privés, les hôtels et les cercles mondains, une rumeur commença à se répandre. Charles Latimer avait été aperçu à Londres. Un ancien valet prétendit l'avoir vu près de Mayfair. Un chauffeur de taxi affirma l'avoir déposé à Charing Cross. D'abord, anodines, ces rumeurs gagnèrent rapidement les bonnes oreilles. Hastings secoua la tête alors qu'ils s'installaient à leur table habituelle au White's Club. « C'est incroyable, Poirot. Il n'a pas été vu du tout, et pourtant, la moitié de Londres croit à son retour. » Poirot sirota son thé. « Parce que la peur, mon ami, n'a pas besoin de preuves, seulement de suggestions. » Hastings fronça les sourcils. « Vous attendez-vous à ce que Charles lui-même réagisse ?» Poirot secoua la tête. « Non, ce n'est pas lui qui paniquera. Ce sont ceux qui ont une raison de craindre son retour. » Et, comme prévu, dans la journée, Poirot apprit que Geneviève Moreau avait reçu un message anonyme et qu'à peine 1 heure après l'avoir lu, elle avait fait ses valises. Poirot posa sa tasse. « Ainsi, Hastings, notre premier pion vient de bouger. » Lorsque Poirot et Hastings arrivèrent à la résidence de Geneviève Moreau, son majordome supervisait le chargement frénétique de ses bagages dans une calèche. Poirot haussa un sourcil. « Ah, madame, vous partez bien précipitamment. » Geneviève se retourna brusquement, le visage pâle. « Monsieur Poirot, je n'ai pas de temps à perdre avec vos questions. » « Vraiment ?» La voix de Poirot était douce. « N'est-ce pas curieux qu'hier encore, vous n'aviez aucune intention de quitter Londres ?» Ses mains se crispèrent. « Elle se redressa. « J'ai des affaires urgentes à Paris. » Hastings croisa les bras. « Laissez-moi deviner. Vous avez reçu un message disant que Charles Latimer était de retour. » Son souffle se coupa. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Poirot s'approcha d'un pas. Sa voix basse, mais implacable. « Madame, la peur est une chose sincère. Elle révèle plus qu'elle ne cache. » La posture de Geneviève vacilla. « S'il est de retour, alors je dois partir. » Poirot incline légèrement la tête. « Et pourquoi donc, madame? Parce que vous l'avez trahi, ou parce que vous craignez qu'il ne révèle la vérité ?» Ses yeux s'égarèrent vers la calèche. « Je n'ai plus rien à vous dire, monsieur Poirot. » La voix de Poirot se fit tranchante. « Alors permettez-moi de parler pour vous. Vous ne fuyez pas Charles, vous fuyez ceux qui pensent que vous l'avez trahi. » Le visage de Geneviève se vida de toutes couleurs. Cette nuit-là, Poirot et Hastings s'étaient postés aux abords du domaine Whitcomb, dissimulés dans l'ombre. Le ciel, dépourvu de lune, baignait le parc dans une obscurité inquiétante. Hastings remua mal à l'aise. « Je ne vois toujours pas pourquoi nous sommes ici. » Les yeux de Poirot restèrent fixés sur les fenêtres assombries. « Parce que, mon ami, si notre rumeur a porté ses fruits, quelqu'un viendra la vérifier. » Les minutes s'étirèrent en heures. Puis, juste après minuit, une ombre se détacha de la haie et glissa vers le domaine. Hastings se tendit. Là, quelqu'un approche. La voix de Poirot était calme. Patience. La silhouette avançait prudemment, évitant les sentiers baignés de lumière. Poirot observe chaque mouvement avec intérêt. Ce n'est pas un vulgaire cambrioleur. Celui-ci connaît parfaitement les lieux. Alors que l'intrus atteignait la terrasse, Poirot murmura « Maintenant ». Ils émergèrent de leur cachette, révélant leur présence. La silhouette se figea. Hastings leva sa lanterne, et la lumière tomba sur le visage du visiteur. La voix de Poirot glissa comme du velours. « Bonsoir, monsieur. » Il fit un pas en avant, ses yeux brillants. « Ou devrais-je dire, Jean-Luc Martel ?»
L'air était chargé de tension, le silence pesant comme un couperet. Poirot et Hastings restaient tapis dans l'ombre, leur regard fixé sur les jardins du domaine Whitcomb. Puis, un mouvement. Une silhouette se détacha des arbres, à l'extrémité du parc, avançant avec une prudence calculée. Poirot murmura « Patience, mon ami. Laissons-le croire qu'il est invisible. » L'homme se déplaçait avec détermination, s'arrêtant près de la terrasse comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Poirot scruta chaque détail, les pas mesurés, les regards furtifs par-dessus l'épaule, l'attitude indéniable d'un homme qui craint d'être observé. Hastings se tendit. Qu'est-ce qu'il cherche? La voix de Poirot n'était qu'un souffle, une preuve peut-être, un message, ou la certitude que la rumeur est fausse. L'inconnu hésita devant les porte-fenêtres, testant la poignée. Hastings serra les poings. « On intervient ?» Poirot leva la main. « Pas encore. » L'intrus se raidit soudain, comme s'il percevait une présence invisible. Puis, dans un élan de panique, il s'élança vers les jardins. Poirot soupira. « Et maintenant, mon ami, si vous voulez bien... » Hastings bondit. Hastings se lança à la poursuite de la silhouette fuyante, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. L'homme était rapide, trop rapide, se faufilant entre les haies comme un habitué de l'évasion. Hastings jura, manquant de glisser sur l'herbe humide. « Revenez ici, espèce de diable !» Devant lui, la silhouette tourna brusquement, disparaissant derrière un vieux chêne. Hastings accéléra, son cœur battant à tout rompre. Mais lorsqu'il franchit l'arbre, rien. Il s'arrêta net, haletant. Le jardin était silencieux. Le brouillard s'enroulait autour des troncs, effaçant toute trace de mouvement. La voix de Poirot s'éleva derrière lui, posée. Il s'est volatilisé, je présume. Hastings pivota, frustré. Cet homme file comme un fantôme. Poirot lissa ses gants. Ah, mais les fantômes ne reviennent pas là où ils ont peur d'aller. Et pourtant, notre visiteur est revenu. Hastings expira. Vous pensez qu'il va tenter à nouveau? Les yeux de Poirot brillèrent. Il n'en a pas fini, mon ami. Tant qu'il croira que son secret est intact. Hastings fronça les sourcils. Alors, que faisons-nous maintenant? Poirot sourit. Nous attendons. La mascarade n'est pas encore terminée. Les heures s'écoulèrent. Poirot restait immobile, tel une statue, son regard fixé sur la terrasse. Hastings, plus nerveux, vérifia sa montre pour la 5e fois. Puis, le silence fut brisé. Un pas, délibéré, maîtrisé. Poirot se redressa. Il est revenu. Hastings scruta l'obscurité. Une silhouette solitaire émergea des ombres, cette fois sans précaution, sans fuite. Poirot expira doucement. C'est toujours ainsi, Hastings. Lorsqu'un homme croit avoir échappé à la chasse, il marche droit dans la gueule du lion. L'homme avançait différemment à présent, sûr de lui, sans hésitation. Il pénétra dans la lumière tamisée et fit face à Poirot. Hastings se raidit. C'était donc lui depuis le début. Poirot se leva lentement, sa voix soyeuse. Évidemment. Qui d'autre? L'inconnu ne dit rien. Son visage restait impassible. Poirot croisa les mains derrière son dos. Dites-moi, monsieur, lorsqu'un homme meurt une dizaine de fois, finit-il par oublier laquelle était réelle? L'homme pencha la tête. C'est une question intéressante, monsieur Poirot. Poirot sourit. Alors trouvons la réponse, ensemble. Un silence. Puis, bonsoir, monsieur Latimer. Ou devrais-je dire Jean-Luc Martel. L'homme eut un léger rictus, son expression soigneusement neutre. Jean-Luc Martel? Un nom du passé, monsieur Poirot? Poirot incline la tête. Un nom, en effet. Et comme tous les autres que vous avez portés, un nom que vous avez abandonné dès qu'il est devenu gênant. Martel Charles Latimer soupira. Je suppose que vous avez des preuves. La moustache de Poirot frémit. Ah, mais j'ai bien pire, mon cher. J'ai la vérité. Martel eut un rire bref. Et quelle vérité serait-ce?
La voix de Poirot s'aiguisa. Que vous n'êtes pas une victime. Vous n'avez pas disparu. Vous avez fui. Mais cette fois, monsieur, vous n'avez pas été assez rapide. Un éclair d'inquiétude, furtif, mais bien présent, traversa le visage de Martel. Vous présumez beaucoup. Poirot fit un pas en avant. Vous êtes un homme de réinvention, de supercherie savamment orchestrée. Une ville différente, une amante différente, toujours la même promesse de fortune et de dévouement. Son regard se fit plus perçant. Mais cette fois, n'est-ce pas, quelque chose était différent. Martel garda le silence. La voix de Poirot se fit plus douce. Parce que cette fois, quelqu'un d'autre vous traquait. Les doigts de Martel se crispèrent légèrement. Les derniers mots de Poirot tombèrent comme un couperet. Vous ne vous êtes pas enfui pour échapper à la justice. Vous avez fui parce que vous saviez que, cette fois-ci, ce n'était pas la justice qui allait vous retrouver. Un silence lourd. Puis, enfin, le masque de Martel se fissura, et Poirot sut qu'il avait gagné. Chapitre 6. La grande révélation. La pièce était silencieuse, tandis que Poirot se tenait devant l'assemblée. Lady Eleanor restait raide dans son fauteuil, les mains crispées. Béatrice, pâle et bouleversée, lançait des regards nerveux à Roger Sinclair. Geneviève Moreau évitait le regard de chacun, ses doigts tremblant sur les plis de sa robe. Et au centre, debout avec un calme forcé, se tenait Charles Latimer, ou plutôt l'homme qu'ils avaient connu sous ce nom. Poirot lissa ses poignets, puis prit la parole. « Mesdames et messieurs, nous voici enfin au moment de vérité. Le mystère de la disparition de Charles Latimer n'en est pas un. Il ne s'est pas volatilisé, car il n'a jamais existé. » Béatrice eut un hoquet. « Que voulez-vous dire ?» Poirot se tourna vers elle. « Mademoiselle, l'homme que vous deviez épouser n'était qu'une illusion, un masque soigneusement façonné et porté par un certain Jean-Luc Martel, un homme aux multiples noms, multiples visages, mais sans véritable identité. » Un murmure parcourut la salle. Poirot poursuivit d'un ton mesuré. Chaque détail de son passé était une fiction. Pas d'amis d'enfance, pas de famille, pas d'histoire au-delà de ce qu'il voulait bien montrer. Vous étiez fiancée à une ombre, mademoiselle Whitcomb, et cette ombre a trompé bien plus que vous seul. Il se tourna brusquement vers Latimer, Martel. Le jeu est terminé, monsieur. Il est temps de nous révéler qui vous êtes réellement. Pour la première fois, l'assurance feinte de l'homme vacilla. Il inspira profondément, comme s'il pesait ses options. Puis, à la grande satisfaction de Poirot, il ne dit rien, car en vérité, il n'y avait plus rien à dire. Charles Latimer, commença Poirot, n'était rien de plus qu'un fantôme. Il saisit une feuille et la tendit devant l'assemblée. Voici les registres d'un certain Charles Latimer, soi-disant investisseur new-yorkais. Et pourtant, après enquête, cet homme n'existe pas. Roger Sinclair ricana. Cela ne prouve rien. Peut-être était-il simplement discret. Le regard de Poirot s'aiguisa. Ah, mais c'est là votre erreur, monsieur Sinclair. La discrétion est une chose, la fabrication en est une autre. Il posa un autre document sur la table. Un compte bancaire, ouvert il y a 6 mois, un passeport, récemment imprimé, trop récemment. Et puis, il y a ceci. Il plaça un fragment de journal français, brûlé devant eux. Geneviève retint son souffle. Un journal parisien, poursuivit Poirot, relatant les exploits d'un escroc insaisissable, un certain Jean-Luc Martel. À chaque fois, un nouveau nom, une nouvelle identité, et toujours une femme abandonnée. Béatrice porte une main tremblante à sa bouche. Vous voulez dire qu'il m'a menti dès le début ? Poirot acquiesça gravement. Mademoiselle, l'homme que vous aimiez n'était qu'un masque, porté par un maître de la tromperie. Et comme tous les masques, il était destiné à tomber tôt ou tard. Il se tourna vers Martel. Et maintenant, monsieur, je le retire pour vous. Martel esquissa un sourire, mais ne dit rien. Poirot sourit à son tour. Ah,
vous ne niez pas, c'est judicieux. Lady Eleanor, la voix tremblante de colère, se tourna vers Martel. Pourquoi? Pourquoi avoir fait tout cela? La moustache de Poirot frémit. Ah, madame, car un simple vol n'aurait pas suffi. Non, non, Monsieur Martel est un artiste de l'illusion. Son plan était bien plus subtil. Martel inclina légèrement la tête, amusé. J'ai hâte d'entendre votre théorie, Poirot. Poirot esquissa un léger sourire. Mais bien sûr. Permettez-moi d'éclairer votre lanterne. Il joignit les mains. Voyez-vous, Monsieur Martel n'avait jamais l'intention d'épouser Mademoiselle Whitcomb. Ce n'était jamais son véritable objectif. Son plan était de disparaître avant le mariage, laissant derrière lui un mystère qui entrait votre famille, Lady Eleanor, pendant des années. Béatrice sursauta. Mais pourquoi? Poirot soupira. Parce que le mystère engendre le désespoir, mademoiselle. Et le désespoir pousse les hommes et les femmes à payer cher pour le silence. Roger Sinclair serra la mâchoire. Du chantage. Poirot hocha la tête. Exactement. Monsieur Martel aurait envoyé une série de lettres, peut-être des demandes de rançon, des menaces voilées qu'il révéleraient un scandale imaginaire si la famille ne payait pas. Les Whitcomb, soucieux de préserver leur réputation, auraient payé. Et lorsqu'ils auraient compris la supercherie, il aurait déjà disparu. Il se tourna vers Martel. « Mais, mon cher, quelque chose a mal tourné, n'est-ce pas ?» Le visage de Martel s'assombrit. Les yeux de Poirot pétillèrent. Oui, quelqu'un d'autre jouait son propre jeu. Poirot se tourna brusquement. « Et cela nous amène enfin à vous, monsieur Sinclair. » Roger se raidit. « Moi, c'est absurde. » Poirot sourit. « Absurde? Non, c'est la pièce manquante. » Il s'avança. « C'est vous qui avez présenté Charles Latimer à Béatrice. Vous avez garanti sa respectabilité. Et pourtant, lorsque l'on vous a interrogé, vous n'avez jamais su dire d'où il venait réellement, ni depuis combien de temps vous le connaissiez. » Roger ouvrit la bouche, mais Poirot ne lui en laissa pas le temps. « Vous n'étiez pas seulement son ami, monsieur? Vous étiez son complice. » Béatrice secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non. Roger, dis-moi qu'il se trompe. » Poirot continua. « Dites-moi, monsieur Sinclair, quelle était votre part? Une fraction de la rançon, un généreux pourcentage du domaine familial. » Les poings de Roger se crispèrent. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot incline la tête. « Ah, mais si, vos relevés bancaires, monsieur. Des dépôts effectués quelques semaines avant les fiançailles. Des sommes importantes, transférées sous un nom qui, je le soupçonne, nous mènera aux autres comptes de Martel. » La voix de Lady Eleanor devint tranchante comme l'acier. « Vous avez trahi ma famille. » Le visage de Roger perdit toute couleur. Poirot acquiesça. « Et monsieur, la trahison n'est jamais sans conséquence. » Un rire amer résonna dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Geneviève Moreau. Poirot l'observa attentivement. « Ah, enfin, vous êtes pas prête à parler. » Elle releva lentement les yeux, son expression indéchiffrable. « C'est une chose cruelle, Poirot, d'être trahi par l'homme en qui l'on a mis sa confiance. » Béatrice, encore sous le choc, se tourna vers Geneviève. « Vous saviez ?» Geneviève expira lentement. « Bien sûr que je savais. J'ai été comme vous autrefois, mademoiselle Whitcomb. » Poirot hocha la tête. « Vous étiez sa complice. » Geneviève eut un sourire sans joie. Sa complice, sa maîtresse, sa plus grande erreur. Poirot croisa les bras. « Vous étiez avec lui à Paris, n'est-ce pas? Vous l'aidiez à forger des identités, à créer des illusions, jusqu'au jour où il a disparu, vous laissant face aux conséquences. » La voix de Geneviève trembla. « Il m'a abandonné à mon sort. Et lorsque j'ai appris qu'il avait pris le nom de Charles Latimer, je l'ai suivi jusqu'ici. » La voix de Poirot se fit douce, mais ferme. « Pour vous venger. » Elle ne nia pas. Les yeux de Lady Eleanor brûlaient de colère. « Vous auriez laissé ma fille épouser un criminel ?» La voix de Geneviève n'était qu'un murmure. « Je voulais qu'il souffre d'abord. »
Poirot soupira. Et ainsi, madame, en cherchant votre propre justice, vous avez failli laisser une autre femme être victime. Geneviève baissa les yeux. Je le sais. Poirot secoua la tête. Mais maintenant, madame, la justice sera rendue, non par vous, mais par la loi. Jean-Luc Martel, silencieux jusque-là, expira profondément. Eh bien, Poirot, je dois admettre que ce fut une belle performance. Poirot sourit. Ah, mon cher, mais voyez-vous, la représentation est enfin terminée. Poirot se tourna vers Geneviève, ses yeux perçants, sa voix mesurée. Madame Moreau, vous n'êtes même pas venue à Londres seulement pour observer. Vous êtes venue pour achever ce qui avait commencé il y a longtemps. Geneviève tressaillit, mais ne répondit pas. Vous avez vu une opportunité, poursuivit Poirot. Jean-Luc Martel, l'homme qui vous avait trahi, s'était maintenant empêtré avec la famille Whitcomb. Vous connaissiez ses méthodes, ses habitudes, et vous saviez exactement quand il tenterait de disparaître. Hastings fronça les sourcils. Mais Poirot, si Jean-Luc prévoyait de simuler sa disparition, qu'est-ce qui a changé? Poirot esquissa un sourire. Voilà, mon cher Hastings, le cœur du problème. Jean-Luc Martel n'a pas disparu. Il a été effacé. Un silence glaçant tomba sur la pièce. Poirot se mit à marcher lentement. Geneviève, vous n'étiez pas satisfaite de simplement voir son mensonge se dérouler. Vous avez décidé de réécrire la fin. Vous avez transformé son plan en une couverture parfaite. Lady Eleanor inspira vivement. Vous voulez dire? Poirot acquiesça. La disparition de Jean-Luc Martel n'a jamais été censée être son évasion finale, mais sa tombe. Les mains de Geneviève tremblèrent. Vous n'avez aucune preuve. Poirot haussa un sourcil. Ah, madame, mais si. Car la vérité la plus simple est celle-ci. On ne peut pas disparaître quand on est déjà mort. Le visage de Geneviève devint livide. Des exclamations fusèrent. La voix de Béatrice trembla. Mort? Mais c'est impossible. Il était là. Nous l'avons vu. La moustache de Poirot frémit. Non, mademoiselle. Vous avez vu l'idée de lui. Un nom sur un registre d'hôtel. Un costume soigneusement posé sur un lit. Une bague de fiançailles abandonnée. Mais l'homme lui-même, personne ne l'a vu après la veille du mariage. Roger Sinclair déglutit difficilement. Vous voulez dire que il était mort depuis le début? Poirot hocha la tête. Exactement. Il se tourna vers Geneviève. Vous l'avez confronté cette nuit-là, n'est-ce pas? Vous l'avez attiré avec des menaces murmurées et de fausses promesses. Vous vouliez des réponses, peut-être même un aveu. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La respiration de Geneviève était saccadée. Vous ne comprenez pas. Oh mais si, dit Poirot doucement. Jean-Luc était un homme qui vivait dans le contrôle. Mais face à quelqu'un qui connaissait ses tours, il aurait été désespéré. Vous a-t-il supplié, madame? Ou s'est-il débattu? Les larmes lui montèrent aux yeux. Poirot pencha la tête. Ou bien avez-vous simplement compris, enfin, qu'il n'y avait plus de justice à obtenir, seulement un dernier acte à jouer? Geneviève exhala difficilement. Ce n'était pas censé arriver ainsi. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. La voix de Poirot était douce mais implacable. Vous l'avez tué, Geneviève. Peut-être pas par préméditation, mais par désespoir. Elle porta une main tremblante à sa bouche. Poirot continua. Une lutte, un instant de panique. Vous a-t-il traité de sotte, comme tant de fois auparavant? A-t-il ri, convaincu que vous n'iriez jamais jusqu'au bout? Ses épaules frémirent. Il a dit que je lui devais mon silence. Et à la place, murmura Poirot, vous lui avez offert votre vengeance. Geneviève inspira brusquement, ses mains crispées sur les accoudoirs. Je l'ai frappé. Il est tombé. Et ensuite, c'était fini. Béatrice eut un sursaut. Vous l'avez laissé là? Geneviève eut un sourire amer. Non, cela aurait été trop facile. Poirot hocha la tête. En effet, madame, vous êtes loin d'être une idiote. Vous avez compris que si son corps était découvert, le monde chercherait à savoir
qui l'avait réduit au silence. Alors, vous avez fait quelque chose de remarquable. Hastings cligna des yeux. Quoi? Poirot se tourna vers lui. Elle a transformé sa plus grande tromperie en sa propre mise en scène. Geneviève entr'ouvrit les lèvres, mais ne démentit pas. Poirot ne la quittait pas du regard. « Dites-moi, madame, combien de temps cela vous a-t-il pris? À quel point avez-vous dû être minutieuse ?» Elle déglutit. « Je n'avais pas le choix. J'ai dû agir vite. » Poirot hocha la tête. « Alors, vous avez pris tout ce qu'il aurait laissé derrière lui. Une valise à moitié remplie, une bague intacte, un passeport ouvert, et vous les avez dispersés comme des miettes de pain. » Lady Eleanor murmura, la gorge nouée. « Mais le corps ?» Poirot joignit les doigts. « Ah, oui, voilà le coup de maître. » Hastings se fronça les sourcils. « Poirot, où l'a-t-elle » Poirot sourit tristement. « Dites-moi, Hastings, quelle est la manière la plus simple de disparaître ?» Hastings hésita. « Fuir ?» Poirot secoua la tête. « Non, mon ami, être déjà enterré. » Et dans le silence qui suivit, chacun comprit que Jean-Luc Martel ne referait jamais surface.